C'était les années 65, 70 par là. On pourrait vérifier facilement. Je suis allé au congrès de l'association anthropologique américaine. Un congrès important, tous les anthropologues américains y vont. Je vais donc au congrès. On présente des communications, moi j'écoute, etc. Tout se passe très bien. Quand, dans mon casier, à la réception, on me dit « Vous avez reçu un message ». Je vais recevoir mon message, je le lis. Et c'est monsieur Douglas Oliver, directeur du département d'anthropologie de Harvard, qui veut me rencontrer pour faire ma connaissance. Quelles raisons peuvent pousser un homme d'une telle importance à vouloir rencontrer quelqu'un qui vient de terminer ses études? Je venais de terminer ma thèse. Frais et moulu. Alors, je lui réponds évidemment certainement. Il me donne rendez-vous dans un restaurant. Et il me dit que il s'intéresserait à trouver quelqu'un de jeune qui a fait du terrain chez les Esquimaux. Il s'agit de faire une série de films ethnographiques, très ethnographiques, sur les Esquimaux pour les écoles américaines. On veut créer un programme pédagogique spécial pour les enfants dans les écoles américaines. La partie esquimaude est essentielle dans le cadre de ce programme pédagogique. Il s'agirait de tourner le quotidien des Esquimaux, les chasses, les pêches, la vie familiale, la vie sociale, etc. Il faudrait exclure les influences modernistes. Il avait deux conditions, si je me souviens bien. Reconstruction. On pouvait reconstruire si on voulait, en éliminant les modernismes. Il y avait encore une deuxième condition, mais j'ai oublié. Moi, j'ai dit, bien sûr, toute ma vie, ce que j'ai fait à date, c'est du vieux, c'est du traditionnel, etc., etc. Bon. Alors, j'ai accepté, ne sachant pas à quoi je m'embarquais. Alors, il m'a dit, vous allez venir à Harvard, passer 1 ou 2 mois pour vous familiariser avec notre approche pédagogique. Et après ça, vous allez partir chez les Esquimaux pour filmer. On va vous donner, on va vous trouver le meilleur caméraman pour ce genre de tâches. Et voilà. Vous serez auteur du film sans y paraître, puisque vous ne serez pas sur écran et vous n'allez pas diriger. On ne dirige pas un film ethnographique, on filme ce qui se passe devant la caméra.
Moi, j'ai immédiatement sauté de joie et j'ai accepté sur le champ. Je suis allé ensuite à Harvard. J'ai passé 1 ou 2 mois, j'ai oublié combien de temps. Et l'idée principale était de familiariser les enfants de 10 ans, classe 5e, avec les Esquimaux, avec l'ethnographie esquimau de Dong. L'idéal aurait été d'amener tous les enfants dans le Nord rencontrer les Esquimaux sur place. Mais comme ceci n'était pas possible, là, il fallait amener les Esquimaux dans les classes de 5e. Rien que ça. Rien que ça. Ben j'ai dit, bien sûr, pourquoi pas, on va essayer. Et je me suis familiarisé avec leurs travaux théoriques. Le directeur anthropologique était Douglas Oliver, qui était chef de l'anthropologie à Harvard à ce moment-là. Mais le chef de la pédagogie était un personnage qui s'appelait Jérôme Brunner. Brunner, psychologue, pédagogue, et qui faisait la psychologie de la pédagogie. Très savant. Alors, sans aucune préparation préalable, ils ont choisi comme caméraman, directeur caméraman, Doug Wilkinson, le réalisateur de l'ONF, grand spécialiste de l'Arctique, qui à l'époque encore était le grand représentant du film ethnographique dans le Nord, du film documentaire dans le Nord canadien. Il avait participé à plusieurs expéditions. Il avait fait 2 films classiques, Land of the Long Day, sur les Esquimaux tous, et le deuxième, j'ai oublié le nom, qui étaient les films, c'était les films nationaux, les films canadiens qu'on présentait à toutes les rencontres, conférences, etc. Dès qu'il s'agissait de montrer les films, les Esquimaux, on montrait ces 2 films-là. Comme tout ce que fait l'ONF, très passablement honnête, sérieux, très bien filmé, très bien monté, tout. Il y a une image, par exemple, qui a été placée sur les billets de banque canadiens de $2. Une image de ce film-là, Land of the Long Day. De Doug Wilkinson. Alors, Doug Wilkinson et moi, donc, on part pour le Nord. Lui, il est arrivé le premier à Pelly Bay. Il avait un avion 2 places, petit, qui pouvait se poser sur 30 ou 40 mètres de piste. Il est arrivé tout seul jusqu'au point où ils allaient pêcher. Il pouvait se poser n'importe où. Et moi, j'ai suivi derrière quelques jours plus tard, par le chemin d'Uline.
j'ai suivi la ligne de défense américaine. À l'époque, on attendait tous les jours les missiles soviétiques. Très vite, nos relations entre les deux se sont gâtées. Très mal gâtées. Lui, il voulait faire du film documentaire, du film imaginé par le réalisateur, construit par le réalisateur, selon le sujet choisi, le sujet proposé, mais le sujet devait être encadré dans une histoire, un narratif. C'est toujours comme ça qu'on procède en cinéma, d'ailleurs. Il n'y a pas de cinéma sans histoire. Moi, je lui avais dit non. Cette fois-ci, pas d'histoire. On filme le quotidien tel qu'il se présente, sans histoire. S'il y a une histoire dans le quotidien, alors c'est autre chose. On filme. Bref, on a commencé à ne plus se parler. Tous les deux étaient armés, avec des fusils. Et vous savez, quand les hommes sont isolés, sans contact, la querelle s'enflamme très rapidement. Lui, il a essayé de diriger le film pour en faire un documentaire à quelques reprises. Moi, je l'ai arrêté. Et c'est comme ça qu'on a continué. Lui, il tournait, il ne faisait que tourner. Il ne dirigeait plus. On a tourné La pêche à la truite saumonée dans ces circonstances-là. On a envoyé le métrage, le matériel à Boston, où il était développé et regardé. Après le premier visionnement du métrage, on reçoit dans le Nord des messages miraculeux. Le meilleur film jamais fait, c'est des vrais Esquimaux, pas des faux. On vient d'envoyer votre matériel à la Fondation scientifique américaine qui a financé le premier pas. Et à Washington, ils l'ont trouvé merveilleux. Il faut à tout prix continuer. Ça va être une série d'éloges. L'automne arrive. On se prépare à rentrer. Doug Wilkinson, il monte dans son avion pour partir avec l'avion qui était à côté. Il trébuche et l'avion s'écrase. Plus d'avion. Fini l'avion. Alors, à pied de nouveau. À pied, et avec le dernier sac de matériel filmé. On arrive à Boston et on montre les résultats de notre effort. Tous émerveillés. Mais où sont ces Esquimaux? Comment ça se fait que personne ne les Esquimaux ne les connaît, des Esquimaux ultra traditionnels.
Et, et voilà. Ça, c'était le début. Pour moi, ma tâche était d'observer les protagonistes esquimaux. Observer de manière systématique, très intensive, de noter leurs gestes, mouvements, etc., leur comportement. Et quand je trouvais quelque chose d'important, faire signal à l'opérateur qui entrait en action. Dans ce contexte, Doug Wilkinson, le caméraman, refuse de continuer et présente sa démission. Panique. C'était pourtant le cinéaste canadien chevronné, le grand spécialiste du Nord canadien, qui avait fait les films classiques canadiens, etc. Bon, fini. Alors moi aussi, je rentre à Montréal, je tombe à genoux devant Michel Brault, et je lui dis, Michel, viens-t'en. Dans le Nord, au froid, là, on a besoin de toi pour faire une série de films. Ah non, le film ethnographique, ça ne m'intéresse pas. Charger la caméra, la vider, charger, vider, c'est rien que ça. Il dit, il n'y a pas de créativité, il n'y a pas d'art, il n'y a pas d'artiste. L'artiste n'a pas de place où se manifester. Alors lui, il refuse. J'avais un très bon producteur, un homme âgé, près de la retraite, mais qui connaît beaucoup de bon sens dans ses décisions. Pour continuer, donc, il choisit un jeune homme de Toronto qui s'appelle Ken Post, avec lequel on a tourné pendant 9 mois, dans des conditions épouvantables, en filmant, en mangeant de la viande crue. C'était à peu près tout ce qu'on avait, avec du biscuit pilote. Vous connaissez les biscuits pilotes? Alors, avec des biscuits pilotes, durs, comme des morceaux de bois. Et puis c'était tout entouré des chiens avec Iti Manderk. On a passé 9 mois. Jamais je n'ai entendu un mot de complainte, pas la moindre complainte. Froid, faim, fatigue, on a tout vu, mais pas une complainte. Chapeau devant ce garçon. Chapeau. Capacité de résistance et d'adaptation supérieure. Très honnête caméraman, il n'enjolivait pas d'enjolivure. Et il affirmait, on nous avait la deuxième chose qu'on nous a défendu de faire, de zoomer, pas de zoom. Le zoom est un instrument photographique artificiel. Il a introduit l'artificialité dans le film. Éliminer le zoom. Le zoom est un instrument qui introduit l'artificiel dans le cinéma. Alors, pas de zoom. Le garçon, le nouveau caméraman s'appelait Ken Post.
moi, je l'admirais beaucoup. Il me disait Post is my name. un poteau, un poteau sur lequel on pouvait s'appuyer. Et on a passé 9 mois ensemble. On a filmé beaucoup. Tout le monde était très content. On travaillait dans une atmosphère de félicité. Mais pour les dernières séquences, c'est-à-dire la construction du grand igloo, le partage cérémoniel de la viande selon des règles traditionnelles, les séquences chamanistiques s'il y en a, et puis surtout pour les fêtes de milieu de l'hiver, là, à la place de Noël, toutes ces grandes séquences restaient à faire. Et mon producteur a dit, regardez, Ken Post il est très bien, très honnête, mais il nous faudrait un grand caméraman réalisateur pour ces événements-là. Alors, bon, moi aussi j'ai commencé à chercher un petit peu, j'ai rien trouvé. Et puis c'est lui qui a trouvé un jeune homme qui s'appelait Robert Young. Robert Young était de Hollywood, c'était le meilleur caméraman de la National Geographic. Il avait fait déjà plusieurs films pour la National Geographic. Il connaissait tout le monde là-bas. Il connaissait ceux qui veulent, le genre de film qu'ils apprécient. Il était le caméraman de nouveau, les mots personnels, je ne m'en souviens pas. Vous savez, le grand qui a fait Nanook. Flaherty. Il était le caméraman de Flaherty pour Louisiana Story. Vous connaissez le film? Pour Louisiana Story. Calais, quelqu'un de sérieux. Alors, moi j'étais sur le terrain, Pelibé, on nous l'envoie. On garde Ken Post comme assistant caméraman. Bob Young arrive, il ouvre la boîte avec la caméra dedans, il sort sa caméra, et à partir du moment où il a pris sa caméra en main, moi je découvre qu'on n'est pas en face. On n'a pas affaire à un photographe, mais on a affaire à un artiste. C'est un artiste. Avec la caméra, il ne filme pas, il peint. Il fait de la peinture. Alors, moi je me suis fait tout petit. Quand j'ai vu de quoi il s'agissait, je me suis fait tout petit et j'ai fait tout ce que je devais faire et plus pour lui donner la chance de réussir au mieux. Et en effet, on a réussi très bien avec ce film de 2 heures où on montre le partage de la viande, qui est très important. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Oui, on commence à tourner. Lui aussi, pas de plainte. Pas de plainte, il travaille en silence.
Et on est resté 1 mois et demi sur le terrain pour tourner. Et on a fait le grand film. De retour à Boston, on va montrer ça à la National Geographic. On nous dit, on vous engage immédiatement pour aller tourner là où vous voulez, les deux, Bob Young et moi. La même réaction, mot pour mot, la même réaction chez CBS, qui nous ils nous demandent de faire un film de 1 heure pour leur télévision. Columbia Broadcasting System, CBS. Alors, moi, en ce moment, j'étais en Éthiopie, je mélange la chronologie. J'étais en Éthiopie pour un autre film, dans le désert, quand je vois un cheval, un cavalier se précipiter vers moi en toute vitesse et il s'arrête devant moi sur ses 2 pattes derrière. Un Éthiopien tout vêtu de blanc avec une lance et sur la lance piqué une lettre. Il baisse la lance et il me donne la lettre. Moi, j'ouvre une lettre de CBS. On March 24, le 24 mars, 40 stations de télévision de CBS vont émettre votre film sur les Esquimaux en hiver. Votre présence ici, CBS, est urgemment requise. Alors, à ça, on ne s'attendait pas. On ne s'attendait absolument pas. Moi, je me déplace d'Éthiopie, je me déplace à Washington et on commence le montage du film pour CBS. Et voilà, c'était la grande percée. Avoir un film sur Prime TV Time à CBS qui va couvrir toute l'Amérique, c'est quelque chose. C'est un grand accomplissement. Grand. De moins, c'est ce qu'on croyait à l'époque. Le directeur, on a rencontré le directeur de la production à CBS qui s'appelait Michael Dunn et qui était prêt à ouvrir les cordons de sa bourse pour nous envoyer n'importe où on voudrait, Bob Young et moi, pour refaire des films, d'autres films, cette fois-ci strictement pour la télévision. Moi, j'étais absolument pas prêt à prendre des décisions de ce genre-là, parce que jusqu'alors, mon horizon était relativement limité. Mes lectures, le cours, les étudiants, mon travail, j'étais relativement stable. Et là, tout d'un coup,
On peut aller n'importe où dans le monde, faire n'importe quoi. Ma tête, il commençait à tourner. Je perdais, au Québec on dit, je perdais le nord. Je perdais le nord. Et puis ensuite, il y avait ma famille qui était quelque part. Je ne voyais plus les enfants. Je changeais d'avion. Je me promenais. Je suis allé en Éthiopie. C'est là que j'ai reçu le message de Michael Dunn. Je suis allé avec un Américain du nom de Robert Gardner. Il avait fait à date, à l'époque, juste un film. J'ai oublié le nom de ce film, sur une tribu en Nouvelle-Guinée, ou plus exactement sur la guerre intertribale. Dead Birds. Dead Birds, exactement. C'est lui qui m'a proposé Partons. Où partir? L'Éthiopie, pourquoi pas. L'Éthiopie. Il voulait aller en Afrique, je n'ai jamais pu comprendre pour quelle raison. Il venait, Bob Gardner venait d'une grande famille américaine. Il avait beaucoup d'argent. Il a le Gardner Museum à Boston, qui consiste en une villa vénitienne, villa de Venise, qui a été entièrement transplantée aux États-Unis, à Boston. Alors, c'était un grand monsieur qui aimait l'aventure, ce genre-là. Il pouvait plus travailler seul. Il était incertain de ce qu'il pouvait faire. Il cherchait la caution d'un anthropologue. Lui, il avait des connaissances en anthropologie, certains, mais il n'était pas anthropologue avec un PhD. De sorte que moi, j'étais censé lui servir aussi de caution. Moi, j'ai été fasciné par un petit livre écrit par un colonel français sur le Tchad, à une tribu pas loin, au Tchad, le colonel Chappé, ou quelque chose de pareil. Et il avait écrit des choses fascinantes sur cette tribu guerrière. Et on s'est décidé d'y aller. On a découvert l'existence d'un capitaine de l'armée de la Légion étrangère qui avait été commandant là-bas, à ce coin du Tchad. Et il habitait Marseille à ce moment-là. On est allé d'abord à Marseille rencontrer le fameux caporal. On l'a rencontré et il nous a dit où aller, à quelle porte frapper là au Tchad. On est allé pour filmer. Je me souviens plus, ça n'a pas marché. Il avait toutes sortes de problèmes, je crois, administratifs. On s'est déplacé un peu plus au sud, en Éthiopie. On s'est déplacé en Éthiopie. On a commencé par parcourir le pays en long et en large pour trouver des endroits intéressants pour tourner. Il avait un institut d'études éthiopiennes. On est allé les rencontrer, ils nous ont donné de très bons conseils.
et qui tournait toujours autour de la région désertique, chez les Afars, tribu sauvage, guerrière, affreux. Et nous, on est allé droit devant, chez eux, chez les Afars, l'endroit le plus chaud de la terre, là. Mais j'ai commencé à regarder à gauche et à droite, et au bout d'une semaine, voilà Baumgartner qui dit « Je vais rentrer à 10 pour un jour, attends-moi, je reviens ». Je l'ai attendu et il n'est pas revenu. Il est allé, après j'ai su, il est allé chez les Amars. Amars qui sont dans l'est de l'Éthiopie, alors que les Afars sont dans l'ouest. Et alors, moi je commençais à avoir assez de tout ça. Pour lui, l'argent n'avait pas grande importance. Il avait sa position à Harvard comme cinéaste. Son père était président de AT&T, American Telephone and Telegraph Company, qui est la plus grande compagnie aux États-Unis de téléphonie. Alors, comment je me suis trouvé en compagnie de tout ça, je ne sais pas. Pour finir, il est allé chez la mère, il a fait un film, qui n'est pas mauvais d'ailleurs, mais qui n'a pas reçu toute la publicité qu'il méritait. Baumgartner a fait un deuxième grand film. Le premier, c'était Dead Birds. Le deuxième, c'était à Varanasi, Benares, en Inde. Il a fait ce film avec un ethnologue hongrois. J'ai oublié son nom. Mais le film sur Benares est un chef-d'œuvre. C'est quelque chose. De sorte que le film sur les Amars, que j'ai oublié le nom, non plus, il était pas mal du tout. Mais il n'a pas reçu la publicité qu'il méritait. Ça arrive, ça. Moi, qu'est-ce que je fais dans tout ça? Je rentre à Montréal, je recommence à m'occuper de mes étudiants, de mes cours, etc., la routine. Je commence à en avoir assez des grands voyages sans but précis. À la recherche de quoi?